Des lumières rouges clignotaient sur les murs de verre. La main tremblante d'un scientifique planait au-dessus de la console. Puis, il a appuyé brusquement sur le bouton d'arrêt d'urgence. Mais il était trop tard. Le virus déjà aéroporté se propageait dans l'installation à une vitesse que le confinement ne pouvait stopper. Et il était contagieux, mortellement contagieux. « Est-ce que ça va se propager comme un feu de forêt ?» murmura quelqu'un d'une voix éraillée. « Alertez l'Organisation mondiale de la santé maintenant ?» Un appel a été lancé à l'Organisation mondiale de la santé, le seul espoir pour arrêter une catastrophe mondiale en développement. Des heures plus tard, le monde était en chaos total. Confinement, quarantaine, trafic aérien suspendu et frontières hermétiquement closes. Le monde entier s'est arrêté brusquement en quelques jours. De retour au laboratoire, des scientifiques rebelles se tenaient dans l'ombre. Leurs yeux étaient rivés sur les écrans, les données défilant trop vite pour être assimilées. Mais ils ne regardaient pas le virus. Ils ne se souciaient plus de la containment car il était trop tard. Leurs yeux étaient fixés sur la prochaine étape. Un scientifique s'est éloigné de la table, les mains tremblantes, sa respiration s'accélérant. « Nous devons l'arrêter avant même qu'il ne commence. » Sa voix était rauque de peur. « Les méthodes de la Fondation ne fonctionnent pas. Si nous n'agissons pas maintenant, nous perdons tout. » Il fit face aux autres, la voix basse mais ferme. Nous devons réécrire l'histoire. Les autres ont échangé des regards d'inquiétude puis de confusion. Mais lentement, l'excitation s'est emparée de leur visage alors qu'il exposait un plan. Ils devraient construire un vaisseau capable de voyager dans le temps pour remonter à l'origine du virus. Il pourrait alors effacer sa naissance de l'histoire. Mais nous devons pouvoir manipuler le temps, dit l'un d'eux, horrifié. Seuls les 5 éléments détiennent cette connaissance et se spécialisent dans la manipulation du temps. Le silence règne dans la pièce. Les 5 éléments étaient une secte secrète et dangereuse qui accumulait avec ferveur des connaissances occultes anciennes. Des regards nerveux furent échangés. Puis un scientifique a dit ce que tout le monde pensait. Ils détruiront ceux en qui ils n'ont pas confiance et pourraient même détruire le monde s'ils les contrariaient, murmura-t-il. Un autre scientifique le regarda. Il leur était nécessaire qu'ils le veuillent ou non. Un autre silence mal à l'aise est tombé. Le problème, a dit l'un d'eux avec un soupir, c'est qu'ils ne nous aideront jamais volontairement. Tous s'acquiescèrent. C'était bien connu que les 5 éléments détestaient passionnément la Fondation. Les 2 groupes étaient des ennemis jurés. Les expériences paranormales et le programme expansionniste de la Fondation étaient une abomination pour les valeurs des 5 éléments. Il nous faudra quelqu'un à l'intérieur, chuchota l'un des scientifiques d'un ton sombre. On espion. Tu connais le système. Tu sais comment disparaître, dit l'homme plus âgé, ses yeux fixés sur l'homme qui n'avait pas encore parlé. L'homme ne broncha pas, son regard restait fixé sur la table. Il n'était pas seulement un scientifique, mais aussi un ancien agent de terrain d'opérations secrètes pour la Fondation. Il avait les compétences, l'expérience clandestine. Je me ferai passer pour un concierge, dit-il enfin, sa voix basse, un fantôme, personne. Je rassemblerai leur savoir, l'échec est impossible. Les autres acceptèrent d'une seule voix, fais-le. Plus tard cette nuit-là, l'espion entama ses préparatifs. Il a observé les concierges des 5 éléments pendant des jours, ressortant ses vieilles compétences d'espion qu'il croyait avoir laissées derrière lui il y a longtemps. Il a étudié leur routine, notant les heures exactes auxquelles ils entraient et sortaient du bâtiment. Il a observé leurs mouvements, vêtements et manières. Il a appris leur façon de bouger, de parler et d'entrer et sortir discrètement. Un soir, après une longue observation, il a saisi sa chance. Il a parfaitement chronométré une rencontre fortuite avec un concierge en descendant du bus. Le concierge a à peine enregistré le coup avant que l'espion ne prenne ce dont il avait besoin, un rapide balayage du badge de l'homme. Le plan se mettait en place. Cette nuit-là, l'espion ajustait son uniforme devant le miroir. Ses mains étaient de ferme, sans tremblement ni nervosité. Son reflet dans le miroir était presque méconnaissable. L'homme qu'il était jadis n'existait plus. Il n'était plus qu'un concierge maintenant. Il prit une profonde inspiration. Infiltré, volé, livré, se dit-il. L'uniforme étriqué du concierge lui comprimait le torse alors qu'il attrapait la serpillière. Il l'ajusta une dernière fois, jetant un coup d'œil à son reflet. Il n'aimait pas ce qu'il voyait, mais il n'avait pas le temps de s'en soucier. Il s'est glissé dans la nuit pour commencer son premier quart de travail. L'espion s'est glissé dans le complexe des 5 éléments comme une ombre. Les couloirs étaient un froid et l'éclairage tamisé donnait à toute une lueur malsaine. Ses pieds glissaient presque silencieusement sur le carrelage.
Il était dedans, mais il devait être prudent. Les 5 éléments étaient paranoïaques, ils ne se contentaient pas de garder leurs secrets, ils les bricolaient. Une erreur et il était parti. Il regarda autour du couloir, rien. Des pièces vides, trop d'étagères et d'étranges détents symboles ésotériques incongrus dans cette réalité. Mais il ne pouvait pas se laisser distraire, se concentrer. Il se dirigea vers le couloir emprunté par les concierges pour le nettoyage. En ouvrant la porte de derrière, il a presque marché sur un autre concierge, un habitué. Le gars le regarda en plissant les yeux et demanda « Qui es-tu » demanda le concierge d'une voix rauque. L'espion se força à sourire malgré son visage de pierre. « Premier jour. Je suis nouveau », la voix était stable, mais on avait l'impression du contraire. L'homme le regarda un instant, son expression toujours incertaine. Mais le gars acquiesça, toujours sceptique. « Ne perturbe pas le programme, la paresse n'est pas tolérée ici. » D'un signe de la main, il s'éloigna avec difficulté, abandonnant l'espion au cœur palpitant. Le regard de l'espion s'est vite tourné vers le couloir. Il n'avait pas de temps à perdre, il a continué à avancer. Alors qu'il traversait le couloir, quelque chose a attiré son attention. Une petite pièce à moitié ouverte avec une faible lueur filtrant à travers. Il s'est glissé à l'intérieur, regardant par l'entrebâillement de la porte. Ce qu'il a vu l'a presque fait geler sur place. Des praticiens des 5 éléments se tenaient en cercle, les mains levées vers le plafond. L'air scintillait de tension. Il y avait un bourdonnement bas, à peine audible, mais il résonnait dans sa poitrine, vibrant comme s'il venait du noyau de la terre elle-même. Ils étaient en plein rituel et à en juger par les apparences, ce n'était pas anodin. Un cercle de feu dansait devant le premier praticien. Ses doigts tressaillaient et le feu se transformait, palpitant comme un cœur. À côté de lui, un autre manipulait l'eau, la faisant tourbillonner dans l'air avec ses mains comme s'il la tirait de l'air même autour de lui. Un troisième praticien avait la terre dans son emprise, des pierres flottant autour de lui comme une tempête. La dernière, une femme, semblait jouer avec le vent, ses doigts tranchant l'air et le pliant à sa volonté. Et au centre, le temps. L'air se déformait autour d'eux, vibrant comme un élastique tendu. Les secondes semblaient s'étirer et revenir en arrière, les moments se succédant dans des boucles impossibles. C'était de la manipulation du temps à l'état brut. C'était ça, c'est exactement ce dont les scientifiques des rebelles avaient besoin. L'espion a vite sorti une petite caméra dissimulée dans un bouton de son uniforme. Il a commencé à enregistrer pendant que les praticiens poursuivaient leur rituel, ignorant complètement sa présence. C'était précieux. Les images pourraient tout changer. Avec les informations dont il avait besoin d'Antoth, il a éteint sa caméra et a commencé à reculer de la pièce quand la pire chose possible est arrivée. Un agent des 5 éléments est apparu derrière lui, semblant sorti de nulle part. « Que faites-vous » demanda l'agent d'une voix basse et suspecte, se tenant trop près. L'espion a maudit sous son souffle. Pas de sortie. Il se retourna lentement, le visage décontracté et confus. Juste vérifiant et nettoyant la pièce après le rituel. Sa voix était anormalement douce, mais son estomac bouillonnait. L'agent a levé un sourcil. « Benny, je ne me souviens pas t'avoir vu avant. »« Vous n'êtes pas sur ma liste, dit-il en s'approchant, les yeux plissés. Que faites-vous vraiment ici ?» La méfiance de l'agent grandissait. S'il ne le croyait pas, c'en était fini de lui. L'esprit de l'espion s'emballait, sentant la pression monter. C'était ça, la fin. À moins que, en une fraction de seconde, il plongea la main dans sa poche et déchira un petit paquet. L'odeur l'a frappé avant même qu'il ait eu le temps de se préparer. C'était terrible, comme de la nourriture pourrie et des chaussettes vieilles. Pire que ça, comme si la mort elle-même avait pris un bain de vinaigre. L'agent a grimacé, reculant, les mains couvrant son nez. « J'ai des problèmes d'estomac, désolé », a dit l'espion, s'éloignant nonchalamment, minimisant l'importance de l'odeur. L'agent des 5 éléments a agité une main dans l'air en grimaçant, dégoûté. Il regarda une dernière fois l'espion, toujours sceptique, avant de partir. L'espion n'a pas attendu qu'il disparaisse dans le couloir. Il s'est rué hors du complexe, ses jambes surpassant son cœur en vitesse. Il a zigzagué dans les rues sombres, ses pas moins rapides que les battements de son cœur. Il devait retourner au laboratoire, mais plus tard. Il a pris le chemin le plus long pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. Il a traversé la partie délabrée de la ville et s'est rendu au magasin du coin, achetant de la nourriture dont il n'avait pas besoin et prenant un café alors qu'il n'avait pas soif. Le premier arrêt était un arrêt rapide pour semer d'éventuels poursuivants.
Le second, un retard bien calculé au cas où. Il errait dans des rues au hasard, regardait par-dessus son épaule et attendait, faisant semblant de siroter le café comme s'il n'était pas déjà tiède et inutile. Tout le temps, ses yeux se déplaçaient par-dessus son épaule, vérifiant les ombres. Était-il suivi depuis le départ ? Apparemment non, mais il valait mieux s'en assurer. Au troisième lieu, une épicerie à 10 pâtés du café, il s'est enfin détendu un peu. Pas de compte, il pourrait retourner au laboratoire et continuer sa mission. Mais chaque fois qu'il pensait à cette dernière rencontre avec l'agent des 5 éléments, un frisson lui parcourait l'échine. Il a décidé de faire quelques arrêts supplémentaires avant de rejoindre ses collègues. De retour au laboratoire, les scientifiques du Rebelle se préparaient pour la prochaine phase de la mission, mais à leur insu, il y avait une taupe parmi eux. L'un des scientifiques, un homme qui avait toujours été un peu trop anxieux, avait eu peur. Trop effrayé. Les yeux de la Fondation étaient d'un partout, et la pensée qu'il découvre le projet Rebelle et le ferment suffisait à le faire devenir un mouchard. Il marchait vite dans le couloir, évitant tout contact visuel. Le bureau du conseiller 05 était peu éclairé, illuminé uniquement par une lampe de bureau. Le scientifique taupe est entré, le cœur palpitant. Le conseiller 05 n'a guère levé les yeux de ses documents. « Tu es là, parle !» Le scientifique taupe a hésité, mais l'ordre du conseiller ne laissait aucune place à la discussion. Il a tout raconté, les scientifiques rebelles, le projet de voyage dans le temps, le vaisseau spatial et la peste qu'ils essayaient d'arrêter. Le membre du conseil a levé un sourcil, il a réfléchi, j'aime ça, mais nous allons changer plus que juste la peste, j'ai plus d'agenda personnel. Le scientifique taupe, la gorge serrée, cligna des yeux d'incompréhension. Le membre du conseil a continué, la voix basse, presque trop calme. « Nous devons changer plus que cela, j'ai un autre point dans le temps que je veux ajuster. » L'estomac du scientifique s'est retourné. Mais le navire doit revenir pour arrêter la peste, ou des millions de personnes mourront dans le monde entier. Le scientifique lui a timidement rappelé. Le conseiller s'est penché en avant d'un air menaçant. « J'ai besoin qu'il y ait des embryons à bord de ce navire. » Des embryons avec l'acide désoxyribonucléique de certains membres du conseil O5. Le cœur du scientifique taupe manqua un battement. Il a tout fait pour protester contre l'idée et protéger l'humanité, mais le regard du membre du conseil l'a réduit au silence. Mettez des hommes et des femmes sur ce navire, injectez les embryons et ne dites pas un mot. Si vous gâchez tout, a-t-il ajouté, la menace tranchant, votre famille, votre vie disparue. Le visage du scientifique taupe pâlit, ses mains tremblantes, acquiesçant à contre-cœur. Plus tard dans la nuit, pendant que les scientifiques rebelles planifièrent la suite, le scientifique taupe était revenu au laboratoire, l'esprit agité, mais déterminé à accomplir sa mission. Il n'a pas perdu de temps, avec l'espion concierge toujours absent, il a présenté son idée au groupe. « Et si nous embarquions quelques-uns d'entre nous à bord ?» suggéra-t-il décontracté, tentant d'être convaincant. Nous pourrions surveiller la mission et nous assurer de la trajectoire parfaite du navire. Il gardait une voix stable, masquant le poids de la réalité. Et peut-être que nous mettons quelques embryons à bord du navire, vous savez, pour garantir que même si quelque chose tourne mal, l'humanité continuera d'exister à travers le temps. Les scientifiques rebelles se regardèrent au Daciataquien. Malgré les murmures, ils étaient unanimes. Cela avait du sens. Avec le retour de l'espion concierge, les pièces du puzzle s'assemblaient. Le navire serait construit, infusé du pouvoir rituel qu'ils avaient volé aux 5 éléments. Le scientifique taupe n'a pas attendu d'être remis en question. Il s'est mis au travail injectant l'acide désoxyribonucléique du conseil O5 dans les embryons. La veille du lancement, le laboratoire bourdonnait d'activité. Chacun vérifiait doublement son travail pour s'assurer que le vaisseau était prêt. Les scientifiques néo-rebelles finalisaient rapidement leur technologie de distorsion temporelle sans éveiller les soupçons. Plusieurs heures après le départ des scientifiques rebelles, la taupe est retournée sur le site de lancement, persuadée d'être seule. Il s'est faufilé discrètement dans la pièce sombre, finalisant les paramètres de destination temporelle du vaisseau. Mais juste au moment où son doigt planait au-dessus de la touche d'entrée, il entendit le bruit distinct de pas derrière lui. Il se retourna pour voir l'homme qui s'était fait passer pour un concierge, debout dans l'ombre, les yeux fixés sur l'écran de l'ordinateur. « Que pensez-vous faire ?» La voix de l'espion était basse, tranchante. Le scientifique taupe se figea, le souffle coupé. Combien avait-il vu? Il savait qu'il n'y avait plus d'issue maintenant. Avec un souffle tremblant, il fit un pas en avant, les mains levées en signe de reddition. Je devais le faire, je n'avais pas le choix. Le conseil O5,
Sa voix tremblait et des larmes commençaient à couler sur ses joues alors qu'il révélait à son collègue clandestin que le vaisseau ne retournerait pas pour arrêter la peste. Les yeux de l'espion se sont rétrécis. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Le scientifique taupe a avalé difficilement. J'ai injecté de l'acide désoxyribonucléique O5 dans les embryons. Le membre du conseil veut contrôler la réalité elle-même, en plus de ses autres desseins. Il est en train de le modifier et de le réécrire à sa guise. L'espion, la mâchoire serrée, a fait un pas en avant bouillonnant de colère. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça », a dit l'espion. Mais avant qu'il ne puisse éloigner la taupe de l'ordinateur, le traître a validé la commande. En un instant, le poing de l'espion a frappé la taupe au visage avec un craquement écœurant. Le corps du traître s'est effondré sur le sol comme un sac de pommes de terre, les yeux révulsés. Il était inconscient avant même que son corps ne touche le sol. Était-ce nécessaire? Non. C'était satisfaisant? Absolument. Il a fixé du regard le scientifique maintenant inconscient pendant un moment. Il devrait ressentir quelque chose, du regret peut-être, mais le temps manquait, la mission s'effondrait et la seule option était de la sauver. Il se retourna vers l'ordinateur, les poings serrés. Il devait corriger la trajectoire du vaisseau à temps. Celui qui stopperait la peste avant son apparition, celui qui sauverait le monde, mais l'ordinateur était verrouillé. Il a tout tenté, bricolant le clavier tel un novice, en vain, ce n'était pas un simple bug anodin. Quoi que l'espion ait fait, il avait scellé définitivement l'affaire. La mission était terminée. Où l'était-elle? Le membre du conseil O5 avait prévu quelque chose de pire que la peste, l'espion en était convaincu, il le sentait au plus profond de lui-même. Le navire ne pouvait atteindre sa destination avec cette trajectoire. Il quitta précipitamment le laboratoire, ayant encore un atout dans sa manche. Le temps pressait. Il entra en trombe dans son bureau et attrapa son uniforme de concierge sur la chaise à proximité. Il n'en revenait pas de recommencer. Même déguisement, même routine, mais sans alternative. La mission était ruinée et quelque chose de pire se déroulait juste sous son nez. Il enfila l'uniforme, ajusta la tête de balai bon marché et les gants de nettoyage et sortit par la porte. Les 5 éléments étaient maintenant son seul espoir. Cette fois, il ne s'infiltrait pas pour voler leurs secrets, mais pour en partager un des siens. Le complexe était étrangement calme à son arrivée. Trop calme, comme si quelque chose n'allait pas. Il arpentait le couloir, ses pas résonnant dans le silence, vérifiant chaque pièce. Rien, personne. L'endroit était presque à l'abandon. Où était tout le monde? Son instinct lui disait que ce n'était pas juste un simple quart de travail vide, quelque chose n'allait pas. Il a reculé hors de la pièce, faisant attention à ne pas faire de bruit. Puis, comme si l'univers avait un sens de l'ironie, il a heurté quelqu'un. L'agent des 5 éléments, le même qu'il avait bombardé d'une odeur nauséabonde récemment. Et comme d'habitude, il semblait avoir surgi de nulle part. L'agent se tenait là comme s'il l'avait attendu tout ce temps. L'espion resta immobile, se contentant de fixer l'agent qui le fixait aussi. L'air entre eux crépitait de quelque chose de dangereux. « Toi encore !» L'agent avait une voix basse et monocorde. Il n'avait pas l'air surpris, juste intéressé. L'esprit de l'espion s'emballait, se maudissant silencieusement. Les yeux de l'agent se sont rétrécis. Cet endroit est fermé, violation de sécurité. Tout le complexe a été déplacé. L'espion leva les sourcils, feignant la confusion. Où? Pourquoi? L'agent a gardé son regard fixé sur l'espion, sans répondre immédiatement. « Tu n'es pas censé être ici, dit-il d'un regard acéré, avançant d'un pas. Alors, dis-moi, que fais-tu exactement ?» Le pouls de l'espion s'emballa. L'agent était sur le point de découvrir la vérité. Il avait maintenant 2 choix. Mentir, parler de nettoyage de routine, faire semblant, mais cela ne lui achèterait que peu de temps, ou dire la vérité. Lui parler de la mission, du navire, du sale petit secret du conseil O5. Le temps pressait, le lancement du vaisseau spatial approchait à grands pas. Il avait besoin d'aide et l'agent semblait être sa seule chance. L'espion prit une grande respiration puis déballa tout. L'agent le fixait du regard, son expression indéchiffrable. L'espion, frustré, pleura. « Je te dis la vérité, si nous n'arrêtons pas ce navire, peu importe la destination du membre du conseil O5, ça va tout ruiner. Tu dois me faire confiance. » L'agent inclina la tête, pesant les mots de l'espion. Ses yeux reflétaient maintenant de l'hésitation. « Doute.
Cet objet anormal, qui a été plus tard désigné comme SCP-2002, a d'abord attiré notre attention lorsqu'il se dirigeait droit vers la Terre. Nos actifs spatiaux ont détecté ce qui semblait d'abord être un simple débris spatial. Mais il est vite devenu clair que c'était délibéré, rien d'aléatoire. Ainsi, la Coalition mondiale occulte a décidé d'intervenir et de prendre les choses en main. Ils ont tiré sur le navire avec un laser à dioxyde de carbone de haute puissance pour neutraliser la menace. Ils ont brisé la coque principale et dispersé des sphères plus petites dans l'espace, sans obtenir la solution nette et efficace espérée. Mais voici le problème. Certaines de ces petites sphères ont survécu à l'attaque et ne se sont pas évaporées dans l'espace. Certaines ont atteint la Terre, compliquant davantage notre situation. Lorsque nous avons enfin récupéré les débris, il était évident que ce n'était pas un simple morceau de ferraille quelconque. C'était une partie d'une anomalie plus grande et plus complexe. Nous avons alors réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'un vaisseau spatial en panne. SCP-2002 était une anomalie de continuité temporelle signifiant qu'elle provenait d'une chronologie ou réalité différente, ne correspondant pas exactement à la nôtre. Mais avant que nous puissions tout assembler, quelque chose d'encore plus étrange est arrivé. Des corps. Lorsque nous avons fouillé les décombres, nous avons trouvé des restes humains. Certains étaient morts gravement endommagés, mais d'autres étonnamment intacts. 5 hommes adultes, 21 femmes adultes, 142 nouveau-nés de sexe masculin et 377 nouveau-nés de sexe féminin trouvés parmi les décombres. Et pour rendre les choses encore plus bizarres, les tests acides désoxyribonucléiques ont montré que certains de ces corps correspondaient à des échantillons d'acide désoxyribonucléique partiel du personnel actuel de la Fondation. Cela inclut plusieurs membres du Conseil O5. Vous pouvez imaginer le choc ressenti. De nombreuses questions ont émergé. Pourquoi ces corps étaient-ils ici? Que se passait-il avec ce navire? Était-ce vraiment un voyageur temporel? Pourquoi certains corps nous étaient-ils liés? Tout cela semblait impossible. Et puis, pour compliquer encore les choses, il y avait les messages de SCP-2002 lui-même. Lorsque nous avons tenté de communiquer avec le vaisseau, il a répondu. Nous avons utilisé Search for Extraterrestrial Intelligence pour envoyer des signaux, mais les réponses sont revenues sur une fréquence réservée à la Fondation. Le vaisseau savait que nous tentions de le contacter. Il n'a pas répondu aléatoirement, mais était venu directement vers nous. Le message suggérait que SCP-2002 était assez autonome pour retourner sur Terre par lui-même, sans aide. Cela a soulevé davantage de questions. Si le vaisseau disposait de systèmes de guidage pour revenir sur Terre, quel était son réel objectif? Que voulait-il? Nous l'avons donc classé comme quêteur en raison du potentiel de conséquences catastrophiques. Son atterrissage non contrôlé aurait pu déclencher un scénario de classe K. Nous n'avions aucune idée de l'impact qu'il pourrait avoir, mais les implications de la perte de contrôle étaient graves. Voici où cela devient encore plus étrange. GOC 2002 a été détecté à une distance de 15,8 unités astronomiques de la Terre, ce qui était beaucoup plus tard que ce que nous attendions. Selon nos modèles initiaux, nous aurions dû le découvrir des années plus tôt. Mais au lieu de cela, il est apparu plus tard que prévu, suggérant que le temps lui-même avait été déformé d'une certaine manière. Nous faisions face à une anomalie qui se déplaçait dans l'espace et semblait également déformer le temps. Quelque chose qui pourrait exister dans une réalité que nous ne comprenons pas entièrement. Bien sûr, cela ne suffisait pas pour le GOC, ils ont décidé de le détruire quand même, pensant que c'était leur seule option. Peu après l'attaque au laser, leur satellite ayant contribué à la destruction a été saboté et s'est écrasé dans la forêt amazonienne au Brésil. La récupération des débris a soulevé plus de questions sur l'implication du GOC. Ce n'était pas seulement qu'ils ne savaient pas à quoi ils avaient affaire, ils ont activement essayé d'éliminer toute preuve de l'existence de SCP-2002. Mais c'est ça la Fondation, nous ne laissons rien partir. Après avoir examiné les débris que nous avions gardés, nous avons compris que SCP-2002 avait un but. Il avait été conçu pour modifier quelque chose bien au-delà du monde physique. Et une dernière chose, les débris n'étaient pas seulement remplis de technologies étranges, ils étaient remplis de secrets. Nos enquêtes ont dévoilé plus de mémos internes, emails, messages cryptés et même des rapports détaillés du GOC qu'ils voulaient garder secrets. Au final, le GOC connaissait SCP-2002 depuis un moment, mais leurs informations étaient incomplètes. Leur attaque ratée sur le navire résultait directement de leur incompréhension de la situation à laquelle ils faisaient face. Les débris de SCP-2002 sont en sécurité à Site 102, et nous essayons toujours de comprendre tout cela. Quant au Conseil O5, leur implication dans tout cela reste floue, mais soyez assurés, nous creusons cela.